Alors maintenant que l'on a vu un petit peu comment fonctionnait le JavaScript et surtout comment l'utiliser côté navigateur, je vous propose de voir un autre aspect du JavaScript intéressant, son utilisation côté serveur, avec notamment l'utilisation de Node.js. Alors Node.js, je tiens à préciser tout de suite, ce n'est pas un framework web, ce n'est pas une technologie qui va vous permettre de créer des sites web très rapidement. C'est une technologie qui va vous permettre d'exécuter du JavaScript côté serveur et d'effectuer différentes opérations. Donc ça se présente un petit peu comme un nouveau langage qui va vous permettre d'interagir avec le système, au même titre que Ruby, Python ou autre. Alors on peut se demander pourquoi Node.js est-il là? Qu'est-ce que va apporter cette technologie-là et pourquoi on en a besoin encore d'une nouvelle technologie? Alors pour comprendre la problématique que solutionne Node.js, il faut évidemment comprendre la problématique. Donc lorsque l'on crée un script standard, on passe pas mal de temps finalement à attendre des réponses au niveau de la lecture et de l'écriture de fichiers. Donc si je prends le cas d'une page standard, lorsque l'utilisateur arrive, notre script va parser l'URL et ensuite rediriger vers les bonnes actions à effectuer. En fonction de ces actions, il se dit, j'ai besoin de récupérer des informations au niveau de ma base de données. Il va donc demander à la base de données ces informations et attendre les résultats. Lorsqu'il aura les résultats, il effectuera d'autres opérations et enfin, il pourra générer la page en fonction des informations qu'il a reçues. Le problème, c'est qu'au final, les temps d'exécution de notre script sont relativement courts, mais il perd beaucoup de temps à attendre des informations depuis une base de données ou depuis des fichiers. Et le problème, c'est qu'au final, le temps d'exécution de notre simple script est assez conséquent à cause de ces phases un petit peu mortes. Donc le principe de Node.js, c'est de séparer ça et de se dire, on va séparer la partie script, qui est vraiment le script que l'on a écrit, de la partie qui demande des accès aux fichiers. Donc lorsqu'un premier client va se connecter, on va faire notre traitement, parser l'URL et tout ça, et ensuite on va dire, j'ai besoin de récupérer des informations à la base de données. Mais plutôt que de les récupérer directement là, on va utiliser une thread pool pour pouvoir récupérer ces informations-là. Donc, du coup, notre script va s'arrêter. La requête au niveau de la base de données est gérée de manière asynchrone, donc dans cette thread pool, et ensuite il va pouvoir traiter une seconde requête. Donc si un autre client arrive dans le même intervalle, il va être capable de traiter les informations. Plus tard, lorsque le système a récupéré les informations depuis la base de données, il va redemander, il va réexécuter du script. Ce script va faire un traitement particulier. S'il a besoin de récupérer des informations, il réenvoie la thread pool. Et enfin, ensuite, ça fait appel au dernier truc qui va générer la page. Et là, notre script dira par exemple, j'ai les informations, voilà la réponse, je peux construire la réponse qui a été demandée. Et du coup, le client aura ces informations-là. Donc l'avantage, c'est que dans un même intervalle de temps, on va pouvoir gérer beaucoup plus de concurrence par rapport à un script qui serait bloquant. Alors en interne, ça fonctionne avec un système de boucle d'événements. Donc pour résumer très simplement, lorsque l'on écrit notre script, il va déclencher une queue d'événements, c'est-à-dire une série d'opérations à effectuer. Lorsque le système arrive, il va prendre la première opération à effectuer. Il va l'effectuer, donc s'il peut, il le fait directement. S'il ne peut pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer au thread pool, qui va se charger, lui, de faire le traitement un petit peu plus complexe, comme par exemple accéder à un fichier, accéder à un outil réseau, accéder à un sous-processus, ou n'importe quoi d'autre qui peut se faire de manière asynchrone. Une fois que cette opération a été complétée, il va dire, tu peux exécuter la suite du code, et je te rajoute le code à exécuter dans la queue d'événements. Donc en interne, ça fonctionne de la manière suivante. On a d'abord l'API standard, c'est-à-dire c'est le code que l'on va écrire va communiquer avec cette API. Cette API va ensuite faire la liaison avec des librairies C ou C++ pour pouvoir communiquer avec le système. Donc par exemple, on aura des outils permettant de faire des requêtes HTTP, modifier des fichiers au niveau du système, se connecter par exemple à une base de données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, il utilise d'autres librairies externes qui sont des dépendances qui n'ont pas été développées par Node.js pour faire des opérations un petit peu plus particulières. Donc on a notamment le moteur JavaScript V8, qui est le moteur qui équipe actuellement Chrome et qui permet d'interpréter notre JavaScript. Il utilise aussi des librairies pour gérer notamment le thread pool, pour gérer la boucle d'événements, les outils liés à la cryptographie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le GitHub de Node.js. Donc il y a un petit dossier dépendance, et là vous voyez les différentes dépendances. Donc on a l'EBUF qui permet de gérer la partie asynchrone, on voit qu'on a V8 et V8 inspecteur, donc ça c'est pour avoir accès à l'inspecteur. On a l'OpenSSL et tout ce que je vous disais. Et si vous êtes intéressé aussi par la partie code et voir un petit peu comment ça fonctionne en interne, vous pouvez regarder le dossier SRC. Donc vous voyez qu'on a pas mal de C. Alors vous vous dites, ok, c'est bien sympa, mais moi je veux voir du code. Comment ça va fonctionner au niveau de Node.js?
Alors d'abord, on a la notion de bloquant et non bloquant, qui est quelque chose qui est un petit peu particulier. Si vous venez d'un script un petit peu plus traditionnel, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Ceci étant dit, si vous avez fait du JavaScript côté des navigateurs, c'est pas quelque chose qui va vous étonner. Avec le JavaScript côté navigateur, on est habitué à attendre des retours d'événements. Par exemple, on dit, lorsque tu cliques sur ce truc-là, plus tard, tu exécuteras cette fonction-là. Ça fonctionne un petit peu pareil avec Node.js. Alors, il est possible d'écrire du code de manière synchrone, comme c'est écrit ici. C'est-à-dire que là, on lui dit, je crée une variable contenu et je veux que tu lises le contenu de ce fichier-là. Et à la ligne suivante, je peux t'afficher le contenu. Donc ça, c'est du code synchrone, c'est-à-dire que pour exécuter la ligne 2, il est obligé d'attendre que la lecture du fichier se soit bien faite. Le problème de ce code-là, c'est qu'on n'exploite pas du tout le système de boucle d'événements et le côté asynchrone de Node.js. La manière propre, entre guillemets, de le faire sera d'utiliser ce code-là. On lui dit, je veux que tu lises le fichier monfichier.txt, et lorsque tu as lu ce fichier.txt, tu vas pouvoir exécuter ce code-là. Donc ce qui va se passer, c'est que s'il y avait du code un petit peu plus tard, il pourrait continuer à l'exécuter en attendant d'avoir les informations sur ce fichier-là. Donc si on a un disque dur très lent qui moulinerait à mort, le code non bloquant serait plus rapide parce qu'il pourrait effectuer les lectures-écritures de manière asynchrone. Donc si on lui dit de lire 12 fichiers, il va déclencher la lecture des 12 fichiers et lorsque les 12 fichiers seront disponibles, il m'affichera à chaque fois le contenu indépendamment. Avec ce système synchrone, le problème c'est que si les 12 fichiers mettent 3 plombes à réagir, il les fera un par un et donc du coup ça sera plus là. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un langage qui est plutôt bas niveau. Donc par exemple, si on veut créer un serveur web qui va écouter une requête et faire une opération en fonction, il va falloir écrire le code entièrement. Je vous ai donné un exemple, mais on verra ça juste après avec des vraies explications. Mais là, c'est juste histoire de vous donner un petit avant-goût. Donc là, on fait appel à HTTP, qui est un module de Node.js, on en parlera un petit peu plus tard. On lui dit, je veux que tu crées un serveur et tu écoutes sur le port 80. Et lorsque le serveur est disponible, tu vas lancer cette fonction-là. Donc cette fonction prendra deux paramètres, la requête et la réponse. Donc on imagine qu'on a envie par exemple de renvoyer le contenu d'un fichier. On lui dit, tu vas lire ce fichier et quand tu auras les informations, tu vas pouvoir faire les traitements. Donc si jamais il y a une erreur, tu vas écrire une en-tête de type 500 avec le message d'erreur. Et ensuite tu vas dire, la réponse est finie. Donc tu peux la renvoyer au client. Sinon, on va lui dire, tu écris une en-tête de type 200 pour lui dire tout s'est bien effectué et tu mets fin à la réponse en renvoyant les données. Voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déstabilisant, mais vous le voyez, avec Node.js, on va écrire vraiment beaucoup de code avec ce système de callback. Donc on va souvent avoir beaucoup d'imbrication au niveau de nos codes. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des librairies pour nous simplifier la tâche. Alors maintenant, on peut se dire quels sont les avantages et les inconvénients de Node.js. C'est toujours important de se poser la question au niveau du fonctionnement. Donc le premier inconvénient, on l'a vu. C'est que si on veut profiter vraiment des performances et des optimisations qui ont été faites au niveau de Node.js, on ne va pas pouvoir écrire notre code de manière entre guillemets logique. Là, j'ai oublié une point-virgule, c'est pas bien grave. Mais si on a l'habitude de faire du code synchrone, si je veux vérifier qu'un fichier existe et s'il existe, récupérer ces informations-là, ça va prendre 3 lignes. Si je veux utiliser du code asynchrone, c'est un petit peu plus compliqué. Je dois demander des informations sur le fichier. Si je reçois ces informations, je lis le fichier et à chaque fois, j'imbrique. Donc une même opération va être un petit peu plus longue. C'est un coût évidemment pour profiter des avantages. L'autre problème, c'est que c'est du single thread, c'est-à-dire que même si Node.js, on parle de performance et d'optimisation, si jamais vous faites une logique qui coûte beaucoup au processeur, avec notamment beaucoup de calculs JavaScript ou je ne sais quoi, vous allez bloquer votre thread et du coup, vous ne pourrez pas gérer d'autres requêtes ou d'autres demandes qui rentrent. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire non plus contre ce problème-là. On a la possibilité de créer des process enfants qui vont permettre de faire justement ces traitements lourds. Donc ça permet d'avoir un code et d'optimiser un code beaucoup plus simplement que de devoir gérer du multithreading assez complexe. Enfin, l'autre problème, c'est que c'est un code qui est un petit peu plus bas niveau. Alors là, je vais le comparer essentiellement entre guillemets à PHP, mais lorsque l'on fait du PHP, on a la possibilité de créer une session, on a déjà le serveur web qui est devant et qui va faire un petit peu le transfert, on a accès au truc posté avec $_post. Il y a beaucoup de choses qui, dans le langage, sont conçues pour nous aider à créer un site web. Dans le cas de Node.js, par défaut, il ne propose que très peu de choses. Et du coup, on va devoir écrire beaucoup de choses qui seraient déjà implémentées ailleurs. Donc ça peut être un problème à ce niveau-là.
Alors maintenant, les avantages. Les avantages, c'est que c'est beaucoup plus performant si on a beaucoup d'accès système à faire. On ne va pas avoir notre script qui va poireauter pendant ce temps, il va pouvoir faire beaucoup plus de traitements simultanés par rapport à un script qui serait bloquant. L'autre avantage aussi, c'est qu'il est multiplateforme. Si vous vous rendez sur le site de Node.js, vous allez pouvoir le télécharger et faire fonctionner Node.js sur Windows, Mac et Linux sans aucun problème. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet d'avoir un seul langage. Alors ça, c'est un point qui est un petit peu particulier, mais globalement, c'est plutôt sympa de se dire, je fais du JavaScript côté client. Ça, malheureusement, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire du JavaScript pour le navigateur. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas à faire la gymnastique mentale de me dire, maintenant je code en PHP, donc il faut que je convertisse mon code. Là, on a un seul langage pour fonctionner pour tous les systèmes. L'autre avantage aussi de ce langage unique, c'est qu'on va pouvoir partager des librairies. Donc si vous créez une grosse librairie pour faire des opérations particulières, vous pourrez l'utiliser à la fois côté serveur et à la fois côté navigateur. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, c'est facile à apprendre. Alors là, c'est tout relatif parce qu'on va devoir apprendre des choses un petit peu plus poussées parce que c'est plus bas niveau. Mais de manière générale, le JavaScript, on le connaît déjà. Et on est déjà habitué à travailler avec le système d'asynchronicité, avec le navigateur, avec le système d'événements. Donc, même si Node.js apporte une logique de développement back-end complètement différente, c'est une logique qui ne nous est pas forcément inconnue. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à réapprendre si on a déjà fait du JavaScript côté navigateur. L'autre truc qui est plutôt cool, c'est que par défaut, il possède un gestionnaire de paquets. Donc, un petit peu comme Composer pour PHP ou RubyGem pour Ruby, on a un gestionnaire de paquets qui va permettre vraiment de télécharger et d'installer rapidement n'importe quoi. L'avantage aussi, c'est que Node.js dispose d'une très très grande communauté. Donc, lorsque je vous disais par exemple, le système de session, on ne l'a pas, il va falloir le créer nous-mêmes, vous le devinez, on n'est pas le seul à s'être posé la question et des tonnes de personnes proposent des librairies et partagent des librairies pour gérer ce système de session-là. Donc l'avantage, c'est que vu que c'est là depuis le début, on a beaucoup de choses. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir dans les prochains chapitres comment installer Node.js sur notre système pour pouvoir commencer à taper du code et faire des choses. Et ensuite, on va voir l'utilisation de certains modules particuliers, comme par exemple le module HTTP pour créer un serveur web et la gestion des streams et d'autres trucs. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres. À toutes!